Donc merci à tous, à toutes et à tous d'être là ce matin pour écouter la conférence de Benoît Chantre sur la place de la guerre dans la pensée à la fois de René Girard et de Michel Serres. Alors, vous les connaissez sans doute, René Girard et Michel Serres, deux immenses penseurs qui ont travaillé tous deux la question de la guerre, avec chacun des approches différentes mais extrêmement stimulantes. Ce sont deux penseurs, donc je le disais, immenses, mais ce sont également deux amis au destin lié presque par, comme dirait René Girard, un désir mimétique l'un envers l'autre. C'est d'abord Michel Serres qui rejoint Girard aux États-Unis à l'université de Johns Hopkins, puis à celle de Stanford. Ensuite, c'est Girard qui rejoint Michel Serres à l'Académie française. Et c'est donc ces deux immenses penseurs ont toujours eu des consonances entre eux, à la fois dans la vie personnelle et dans leur œuvre, et notamment sur la question de la guerre. C'est d'abord Girard qui écrit avec Benoît Chantre, qui est ici, achevé Clausewitz en 2007, et l'année suivante, Serres qui lui répond avec son livre « La guerre mondiale ». Alors pour nous parler donc de la question de la guerre dans la pensée de Girard et de Serres, il n'y a personne de mieux que Benoît Chantre qui est ici avec nous. Merci beaucoup d'être là. Benoît Chantre, vous êtes éditeur, essayiste, écrivain. Vous avez travaillé sur Bergson, sur Lévinas, et puis surtout sur Girard, qui était votre ami. Vous étiez son éditeur, son ami, puis son co-auteur. Vous avez écrit avec lui, je le disais, Achevé Clausewitz en 2007. Vous avez réalisé deux films d'entretien avec lui, le sens de l'histoire et le sens de l'histoire et la violence et le sacré. Vous avez après sa mort également, d'abord avant sa mort, vous avez créé ensemble l'association de la recherche mimétique, dont vous êtes aujourd'hui le président. Et après sa mort, vous avez écrit deux livres sur lui. D'abord, Les derniers jours de René Girard, et puis, plus récemment, sa biographie, qui vient de paraître chez Grasset et que je vous recommande. Donc, d'abord, Benoît Chantre va vous faire une conférence d'une 50aine de minutes sur la place de la guerre dans la pensée de Serres et de Girard. Ensuite, on aura un quart d'heure, 20 minutes de débat sur cette question. Benoît Chantre, je vous en prie. Merci, cher Collia. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Cher Collia, il n'y avait pas de désir mimétique entre Michel Serres et René Girard. C'était une amitié, et une très belle amitié. Et Serres, accueillant son ami Girard sous la coupole, a dit « La preuve, monsieur, que votre théorie est falsifiable, c'est que je ne suis pas jaloux. De vous !» C'était une belle et grande amitié, et je voudrais juste en introduction, rapidement, puisque je les ai fait intervenir tous les deux à Beaubourg en 2007, au moment où nous publiions ce livre sur la guerre, et Michel Serres était intervenu juste avant de parler, juste avant le colloque, il avait dit « Esprit sensible, s'abstenir ». Parce que les choses que je vais vous dire ne sont pas nécessairement gaies, donc je vous conseille de regarder régulièrement ce très beau sourire de Michel Serres. Nous terminerons sur le rire, et le rire, ça n'est pas le sourire. Et ce sourire magnifique est très, très éloquent. Alors, vous le savez sans doute, Michel Serres ne voulut pas porter d'épée lors de son entrée à l'Académie française. Ce solitaire, ce pacifique, témoignait ainsi du dégoût qu'il avait de toutes les tueries, fussent-elles militaires. Mais il servit pourtant comme officier en Algérie. Tout n'est donc pas si simple lorsque l'on se demande ensemble, et avec Michel Serres et René Girard, comment on fait la paix maintenant, surtout lorsque la barbarie gronde de nouveau aux portes de l'Europe. Raison d'ailleurs pour laquelle Michel Serres, comme René Girard, ne voulait pas que la guerre connût un terme. Elle s'acheva pourtant le matin du 11 septembre 2001. Pour tenter de comprendre cet événement qui ouvrit le siècle, notre siècle, sur le pire des périls,
Girard publia 6 ans plus tard un livre d'entretien que nous avons mené ensemble, achevé Clausewitz, auquel Michel Serres répondit l'année suivante dans cet essai majeur et magnifique intitulé « La guerre mondiale ». Il aggravait alors la thèse girardienne en déclarant que la guerre était morte de s'être dédoublée, guerre entre nous tous et guerre avec le monde, guerre mondaine et guerre mondiale. Place était donc laissée à ce que Girard annonçait dès 1972 comme le retour spectaculaire d'une violence essentielle. À l'heure de cette discordance universelle, trouverons-nous la force de nous réconcilier avec la Terre pour résoudre du même geste nos conflits mondains? Il faudrait pour cela un miracle, ou ce qui revient au même, une transformation très radicale de notre rationalité. Écoutons donc dans cette perspective les propos du renard et ceux du sanglier, de celui qui a 1000 idées et de celui qui n'en a qu'une, puisque c'est ainsi, dans la langue des fables, que Serres fit son portrait et celui de son ami. Alors, s'accordant à la thèse d'achever Clausewitz sur la fin des guerres modernes et l'advenue d'un terrorisme planétaire, Serres écrit les lignes suivantes dans La guerre mondiale. Depuis Troie ou Rome jusqu'à la Révolution française, la guerre suivit donc des règles précises qui eurent pour but de contenir la violence. D'abord à une armée de métier, ensuite par des règles précises sur le champ de bataille et ailleurs. Soudain, le service militaire obligatoire refit fonctionner la caméra de la violence à l'endroit et la propagea de champions ou d'armées de mercenaires vers la quasi-totalité de la population en France, tous au casse-pipe. Les efforts tragiques d'encadrement juridique réalisés par nos aïeux à grand-peine, la terreur en partie les annula. Laissant l'arbitrage, la Révolution française libéra en partie la propagation de la violence. Elle mérita donc bien, de la part de nos voisins, le nom de terroristes. Levée en masse, levée du droit, début de la libération de la plus dangereuse des propagations. Fin de la citation. De la plus dangereuse des pestes, donc, puisqu'au bout de cette contagion de la violence, il y a l'acte imprévisible du terroriste, individu à la fois proche et lointain, hôte et ennemi, hospès et hostis, réseau dormant comme un virus. Telle est en effet, relue par son ami, la thèse de René Girard en 2007. C'est au moment de l'invasion de l'Irak, en 2003, que ce dernier a découvert une édition américaine du traité Vom Kriege de la guerre de Karl von Clausewitz, publié à Berlin de façon posthume en 1831. Le concept de montée aux extrêmes a tout de suite saisi Girard, qui dit une violence illimitée, une guerre que nous serions incapables de conclure et qui suivrait son cours nécessaire et inéluctable. La guerre absolue, définie comme une autodestruction des deux belligérants, ne dit plus un désordre temporaire d'où pourrait surgir une pax americana, comme on essayait de nous faire croire à l'époque, comme il y eut une pax romana, jadis finissant par se confondre avec l'Empire. La guerre absolue, beaucoup plus que la guerre totale connue à Stalingrad, la guerre absolue dit la fin du monde tout court. René Girard a ainsi tenté dans ses entretiens de remettre au goût du jour ce traité de Clausewitz, traité militaire un peu oublié depuis la lecture magistrale que Raymond Aron en avait faite en 1976. Je vous rappelle ce très grand livre « Penser la guerre ». Rappelons que Aron faisait fond, une fois passée la crise de Cuba et la guerre du Vietnam, sur la définition de la guerre comme, je cite, « continuation de la politique par d'autres moyens », la grande formule clausewitzienne. Une guerre qui entrait donc encore dans la grammaire de la paix. Mais le contexte plus qu'incertain de l'après-11 septembre nous a fait lire, Girard et moi-même, tout autrement, le traité prussien. Beaucoup plus que le penseur de la bataille décisive, Clausewitz nous est en effet apparu comme celui de la guerre absolue, ou de la guerre idéale, aux deux sens très inquiétants
de ce dernier adjectif. Notre livre achève donc le stratège en donnant un contenu psychosocial à son concept du duel. Seul le ressentiment, dans la réciprocité mimétique qu'il implique, peut faire comprendre cette tendance lourde de l'histoire qui est devenue la montée aux extrêmes, mouvement terrible où la guerre rejoint son concept le plus pur. Le stratège qui signe avec ce traité le bréviaire de la revanche de la Prusse, contre la France, annonce à son insu, c'est du moins l'idée de Girard, une guerre où chacun des deux belligérants n'en finirait pas d'accuser l'autre d'avoir commencé. Que sont en effet les guerres modernes, sinon des conflits où domine un principe exacerbé de la défensive? C'est au nom des victimes elles-mêmes qu'on multiplie les victimes innocentes. Les conflits d'Israël et de la Palestine, de l'Ukraine et de la Russie ne sont ainsi pas près de s'achever. Mais ces guerres sans fin, qui disent la fin des guerres, ont lieu dans un monde fini, alerte Michel Serres, en répondant à notre livre. Le combat ne cessera pas faute de combattants, il cessera faute d'habitants. La lecture girardienne de Clausewitz s'inscrit de façon naturelle dans la réflexion que l'auteur de La violence et le sacré, son grand livre de 1972, aura mené sur la genèse de la modernité et plus particulièrement sur les liens de la violence et du désir. Ainsi, ce que Girard appelait la structure métaphysique du désir triangulaire, décrite dans son premier livre, Mensonges romantiques et vérité romanesque, en 1961, je désire un objet que parce qu'un autre le désire à mes côtés ou pourrait le désirer, cet autre, me voyant désirer cet objet, se remet à le désirer, l'objet disparaît, comme nous avons vu ce matin le monde disparaître dans l'advenue d'une rivalité qui va devenir de plus en plus violente et où les deux rivaux vont s'indifférencier au moment même où ils croient furieusement à leur propre différence. Cette structure métaphysique du désir triangulaire révèle donc que c'est la réciprocité mimétique qui alimente le ressentiment. Dans un monde dit de médiation double, comme disait Girard, où nous sommes tous à la fois sujets et modèles, il n'y a pas d'admiration qui ne vire aussitôt en rivalité. C'est le drame de ce que de Tocqueville anticipait au début du XIXe siècle sous le nom d'égalitarisme démocratique. Ainsi, le monde se fragmente dans la cacophonie des désirs contrariés. En matière de désir et de violence, il n'y a plus de maîtres et il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus que des esclaves qui voudraient être des maîtres. Pour que je m'aliène à autrui, ce modèle fascinant dont j'ai réifié l'être, que j'ai idolâtré, pour que je m'aliène à autrui, il faut qu'autrui soit déjà aliéné à moi. L'esclave attire ainsi l'esclave dans un combat où les deux voudront de plus en plus prouver qu'ils sont les maîtres. C'est l'asymétrie et la réciprocité de cette relation qui l'a fait monter aux extrêmes. Asymétrique, puisqu'elle oppose un maître et un esclave, réciproque, puisque chacun est à la fois le maître et l'esclave de l'autre. La structure triangulaire du désir révèle donc qu'il n'y a jamais de vainqueur, sinon la violence elle-même. La culture qui nous fournissait des modèles à admirer, des dieux ou des demi-dieux héroïques dont les récits déterminaient nos vies, ne sait plus désormais nous empêcher de haïr. Le prétendu maître est esclave de son esclave, ou pire encore, dit Girard, esclave de lui-même. La psychologie girardienne vient donc dénoncer frontalement l'espoir théorique de Hegel. La lutte à mort ne pourra plus être génératrice de droit. Dans ce duel où chacun cherche à prouver à l'autre qu'il est plus victime que lui, aucun des deux esclaves ne triomphe, il n'y a que la violence qui gagne. Ce que Clausewitz aurait donc entrevu, avant de se replier sur une définition plus conventionnelle, plus politique des conflits armés, c'est que les moyens guerriers allaient, après la Révolution française, devenir des fins. Le primat fondamental de la défensive sur l'offensive, où c'est celui qui se défend, qui veut la guerre, c'est une des grandes leçons de la stratégie depuis toujours, vient soutenir l'idée d'un déchaînement de la violence. Il est beaucoup plus facile, en effet, de mobiliser tout un peuple sur des thèmes défensifs,
que de le convaincre de la nécessité d'une offensive. Cette supériorité de la défense sur l'attaque, de celui qui possède sur celui qui cherche à s'approprier, ou de celui qui contre-attaque sur celui qui a attaqué le premier, fait l'asymétrie des conflits modernes. Mais le défenseur domine moins la relation qu'il n'est dominé par elle, surtout s'il décide de recourir à des représailles anticipées en attaquant le premier prétendument pour se défendre. Vladimir Poutine. Seul le duel et l'action réciproque d'un côté, le primat de la défensive sur l'offensive de l'autre, permettent donc à Girard de construire un concept complet de la dernière des guerres, entendue comme une guerre où chacun sera toujours plus victime que l'autre. Qu'est-ce à dire, sinon que la guerre nous échappe au moment même où nous nous avérons capables d'en produire un concept adéquat. Serre, constatant que son sanglier d'ami était allé jusqu'au bout de son intuition, en conclut non sans angoisse, je cite, que la guerre est finie, mais que nous ne vivons point en paix. Le pire peut avoir lieu, qui se dit de manière mondaine et mondiale, dans la guerre absolue et dans le déluge. Suivons maintenant notre renard. Regardons-le sortir du bois après le passage de son sanglier d'ami. Voyons comment il va résister à ce saccage de la philosophie politique, dont Girard affirme qu'elle est incapable de penser la gravité de notre époque. Rappeler comme il le fait que la guerre est par nature, ou selon son concept, une violence illimitée, c'est déjà avoir cessé de parler de la guerre, et révéler que la violence est une fondation manquée, dont l'échec, dont l'avortement se propage mimétiquement comme une peste dans le tissu social. Ainsi, la violence intersubjective a dû faire avorter des millions de collectifs humains ou préhumains en cours de constitution. Nous pensons moins ici l'origine du monde que le trou noir de cette origine, pour parler comme Michel Serres, le bouillonnement volcanique de millions de possibles non réalisés. Girard aura décrit ce chaos magmatique avec une rare audace. Mais la véritable origine, celle sur laquelle la philosophie peut avoir prise en revanche, n'a rien à voir avec cette violence essentielle dont le retour spectaculaire menacerait aujourd'hui l'ordre mondial. La véritable origine, celle qui a créé les mondes et les civilisations, nous rappelle Michel Serres, c'est la guerre. Au commencement donc était la guerre, réelle, déterminée, et non pas la violence indéterminée. Michel Serres revient donc dans la guerre mondiale à la définition philosophique, à la définition héraclitéenne du polémos, père et roi de tout, père et roi du monde en tant que monde. Résumant la thèse d'achever Clausewitz, il rappelle que le service militaire, je l'ai dit, refit fonctionner la caméra de la violence à l'endroit et la propagea vers la quasi-totalité de la population. Fin de la citation. Ce n'étaient donc plus les champions, c'étaient les masses qui furent alors jetées les unes contre les autres. Serres, répondant à la thèse de son ami, va donc tenter de penser la question, mais à l'envers, de méditer sur la violence en reculant vers la guerre. Dire qu'au commencement, il n'y avait pas la violence, mais la guerre, c'est affirmer que l'institution guerrière, qui sélectionne ceux qui se battront contre la sélection du camp adverse, exactement comme au rugby, que cette institution guerrière est le moteur de l'histoire ou ce qui rend l'histoire possible. À rebours donc du cours descendant de cette histoire qui ne peut être qu'un cap au pire, comme aurait dit Beckett, s'écrirait donc une autre histoire, celle que signe l'historien philosophe Tite-Live ou Michel Serres, puisque nous autres Français n'avons que ce mot d'histoire pour dire les batailles et le texte qui les raconte. Moteur donc, comme on dit au cinéma, mais à l'envers. Michel Serres revient alors dans ce livre à un essai qu'il avait écrit 25 ans plus tôt et qu'il avait déjà dédié à René Girard. Il l'avait intitulé « Rome, le livre des fondations ». Dans ce commentaire suivi de l'histoire romaine de Tite-Live, il médite moins sur la fondation que sur les constantes refondations de Rome qui parvinrent à contenir une violence croissante
Ceci jusqu'à l'Empire, paix la plus durable qu'on puisse obtenir. Or Tite-Live, après avoir évoqué le meurtre de Rémus et la fortification du Palatin par son frère Romulus, interrompt soudain son propos et cite une légende grecque, comme si seule la raison mythique permettait de penser les origines de Rome. Voyez notre renard, il a dressé sa tête et il a ouvert ses oreilles. Il est question de mythe, l'essentiel va se dire. Hercule a volé des bœufs à Gérion, géant à 3 têtes qui vivait sur l'île d'Érithie dans le Péloponnèse. Arrivé en Italie, près du Tibre, Hercule traverse le fleuve à la nage avec son troupeau et aborde non loin du champ de Mars. Ivre de viande et de vin, le dieu s'endort. Surgit alors un berger du nom de Cacus qui s'empare des bœufs et tente de les ramener vers sa caverne. Laissons l'historien continuer. Mais s'il poussait le troupeau devant lui pour le mener à la grotte, les traces de pas y conduiraient son propriétaire parti à leur recherche. Il tira donc les plus belles bêtes par la queue et les fit venir à reculons jusque dans la grotte. Hercule se réveilla aux premières lueurs du jour. Il se rendit tout droit à la grotte la plus proche pour voir si les traces de pas menaient à son troupeau. Il vit que toutes étaient tournées vers l'extérieur et ne conduisaient nulle part. Comme il est normal, les bœufs que le dieu emmenait réclamèrent ce qui restait dans la caverne et se mirent à beugler. Les bêtes enfermées répondirent à leur appel et forcèrent Hercule à revenir sur ses pas. Cacus fit tout ce qu'il put pour l'empêcher d'entrer dans la grotte, mais Hercule l'abattit d'un coup de massue alors qu'il appelait en vain les bergers à son secours. Fin de la citation. Résumons, comme disait Michel Serres. Hercule a volé le troupeau de Gérion après avoir tué ce géant. À son tour, Cacus a volé le troupeau du dieu endormi près du champ de Mars. Cette fois, c'est le voleur qui est tué. Le grec Évandre, qui règne en ces contrées par le fait plus que par le droit, précise Tite-Live, entre alors en scène pour défendre contre les bergers attroupés autour d'Hercule l'étranger pris en flagrant délit de meurtre. Il ordonne qu'on lui élève un autel, car il a vu un dieu dans cet étranger menacé par la foule. Pourquoi Tite-Live, se demande Michel Serres, introduit-il ce mythe dans un propos qui se veut savant sur les origines de Rome? Pour justifier le fait que Romulus, au moment de la fondation de la ville, ait dû, je cite, sacrifier aux dieux selon le rite d'Albe et à Hercule selon le rite grec. À la croissance de la violence, dont l'essence, nous commençons à le comprendre, est de se répandre comme une peste, les hommes ont donc répondu à l'aube des temps historiques par un rituel contraignant. Le sacrifice, d'abord, la guerre, ensuite, qui en est une forme plus étendue. Prenant donc à rebours la montée aux extrêmes dont Girard a actualisé le concept en pensant les conflits de l'après-guerre, Michel Serres revient à l'origine rituelle du monde en tant que monde, du monde des mondains, comme il dit déjà dans ce livre de 1983. Que nous dit-il alors? Que c'est le rite qui est au commencement. Le rite, en effet, s'il est bien pratiqué, contient l'écho d'une scène première non repérable dans le temps. Le meurtre fondateur, pensé par René Girard comme un lynchage, un passage du tous contre tous au tous contre un, et l'intégrale de millions d'esquisses, de millions de scènes similaires, ceci pendant les centaines de milliers, voire les millions d'années qu'il a fallu pour faire un homme. C'est parce qu'il garde en lui mémoire de cette scène répétée des millions de fois durant notre préhistoire que le rituel nous fait sortir de la caverne et se montre capable de produire des formes à chaque fois nouvelles. Du meurtre fondateur, dissimulé par le rituel auquel ce meurtre impose une force centrifuge, cette force qui transfère la violence en dehors des groupes et qui l'extériorise sous la forme du sacré, le Dieu qui est toujours en dehors de la cité. De ce meurtre fondateur, donc, Michel Serres et René Girard ne perçoivent que la noise, le murmure. C'est parce qu'il laisse filtrer ce bruit de fond que le rituel nous épargne le vacarme des origines. Quand la terre, dit la Genèse, était tohu-bohu.
Le rituel est donc une représentation, la première pierre d'un édifice constamment refondé, car toujours au bord de s'effondrer dans le vacarme d'une fin du monde. Le rite répète un traumatisme originaire, un premier pli ou un premier clinamen, pour reprendre la physique de Lucrèce, qui dit le passage de l'indétermination à la détermination, de la puissance à l'acte, du bruit des possibles au cri étouffé du premier acte de culture. Raison pour laquelle Rome, qui ne se fonde pas sur le tiers exclu, comme les cités antiques, refermée sur elle-même et donc sortie de l'histoire, mais sur le tiers inclus, celui du mélange, du constant ramassis de nouveaux étrangers, de nouveaux hôtes ou parasites. C'est pourquoi Rome est constamment refondée dans le récit de Tite-Live. Il y a eu la Rome albaine, puis la Rome sabine, puis la Rome étrusque, puis la Rome républicaine, puis la Rome impériale, chacune s'engrossant de nouveaux hôtes, de nouveaux étrangers. Puis, dernière et imprévisible bifurcation, la Rome catholique, à laquelle, de concert avec Girard, Serre n'aura cessé de vouer un discret, même si critique, hommage. Dans la guerre du pape contre l'empereur se joue en effet pour eux deux quelque chose d'essentiel, l'advenue lente et infiniment difficile d'un pouvoir du spirituel, plus que d'un pouvoir spirituel, qui dit encore trop la mystique dégénérée en politique, les crimes de l'Église et ceux de l'État. Pouvoir du spirituel, donc, qui finira par s'imposer dans l'effondrement des pouvoirs temporels. Triomphe prochain du doux sur le dur. La réponse et la résistance du renard au sanglier, au moment où ce dernier met un point final à son œuvre, aura donc consisté à tirer les bœufs par la queue pour se diriger comme Hercule vers la caverne de nos origines, autrement dit, vers une autre origine possible. Ce geste très girardien, dans sa résistance à Girard, consiste à revenir au rituel. C'est au sein du mythe et du rituel que la science infuse, dit magnifiquement Michel Serres dans son très grand livre sur Zola, Feu et signaux de brume. C'est toujours dans le mythe et le rituel qu'il faut réenraciner la connaissance. Mais Serres s'arrête au seuil de la caverne, où Girard eut, lui, l'audace de pénétrer, en théorisant comme il l'a fait, le meurtre fondateur, celui d'une victime émissaire, substituée à une communauté en crise, puis de toutes les victimes rituelles, animaux, hommes, ou par euphémisme, offrandes végétales, substituées à la première victime émissaire. Double substitution donc, celle du lynchage et celle du sacrifice. Ce que Girard appelle le mécanisme victimaire, qui joue de l'efficacité sanglante du lynchage et du rituel, aura été le moteur de notre sortie de la préhistoire, ou dit autrement, le principe de notre entrée dans la monotonie des guerres. Raison pour laquelle la fin des guerres dit aussi la fin de l'histoire. Mais la fin du monde reste tout de même pour Serres une abstraction, ce qu'il appelle un idéalisme. Certes, ce pur possible est tout à fait réel, comme est réel aussi l'autre possible, qui serait, gardons confiance, la préservation de ce même monde. Mais en attendant, il faut savoir gré aux philosophes de continuer comme il le fait, à forger des concepts, à mêler le dur et le doux, l'ancestral et l'ancien, l'archaïque et le chrétien, le physique et le métaphysique, toute notion dont Serres, reprenant le mouvement d'enveloppement de la science par la philosophie ou des sciences humaines par l'histoire des religions, joua avec la virtuosité que l'on sait. L'auteur de la guerre mondiale réécrit donc en 2008 le livre qu'il écrivit en 1983, où il évoquait, avec une précision d'anthropologue matinée d'épistémologue, les comices tributes et centuriades, la triade Jupiter, Mars et Quirinus, chère à Georges Dumézil, le viol de la Vestale Rhea Silvia par le dieu Mars, donnant naissance aux deux jumeaux de la violence, Rémus et Romulus, le lynchage à nouveau de Tarpeia, enseveli sous les bijoux lancés par les Albins, et toujours et encore, les bœufs de Caucus, marchant à reculons vers la caverne des origines. Nous ne pouvons décrire ce qui eut lieu au sortir de cette boîte noire, autrement dit, dans le passage des sociétés animales aux sociétés humaines, de la nature
à la culture, du mondial au mondain. Nous pouvons seulement inférer qu'à la naissance de l'humanité, il y eut des surchauffes de violence mimétiques qui firent voler en éclats les premiers collectifs humains ou pré-humains, et que ces crises furent à un moment de l'histoire prises de court, contrecarrées par les rituels constitutifs de sociétés durables, même si toujours et toujours refondées. Messer, répondant à Girard, ne donne pas comme son ami un précis de décomposition du monde. Il retrouve et repense le mouvement de la naissance du droit au sein même de la violence guerrière, soulignant notre capacité constitutive de toujours pouvoir aller à rebours du pire. Ainsi, le temporel ne peut se déployer que dans un cadre spirituel, souligne toujours Michel Serres. Ainsi, la violence n'existe que dans l'espace et le temps que lui ménage le droit. Je le cite à nouveau. Dure, la violence conduit au sacré, celui-ci finissant par ordonner les règles douces qui encadrent en réciproque douce la violence dure. Tout se passe comme si l'un était à l'origine de l'autre et inversement, comme en un cercle auto-alimenté. Croissante, la violence exige un cadre que, voués tous deux à la décroissance, les rites d'abord, le droit en second lieu, peuvent construire. Le juste et le puissant se mélangent, moins en opposition qu'en un cycle qu'ils entretiennent ensemble. Fin de cette magnifique citation. Tel fut le jeu de la paix au cœur de la guerre, de la paix recadrant la guerre, comme l'hostilité, rappelle toujours Michel Serres, se retourne en hospitalité dans le récit de Tite-Live. Ce jeu des contradictoires trouve dans l'idée de rituel contenant la violence aux deux sens du verbe contenir. Le rituel contient la violence parce qu'il est violent, mais il la contient aussi parce qu'il l'empêche de déborder. Ce jeu des contradictoires, donc, trouve dans l'idée du rituel contenant la violence une confirmation anthropologique puissante avec Girard. Ceci jusqu'à l'effondrement des tours de Manhattan, date à laquelle un autre monde commence qui n'a plus rien d'un empire, sinon celui d'une violence illimitée. Pour comprendre ce point de non-retour, Serres, avec une infinie mélancolie, remonte, lui, au procès de Nuremberg et à la notion qui lui fait suite de crime imprescriptible. Quelque chose s'est alors grippé dans cette impossible prescription des actes de guerre. Nous ne sommes plus capables de faire fonctionner la caméra de la violence à l'envers. Nous ne pouvons plus l'empêcher d'aller jusqu'au bout de sa tendance. Le droit aura pendant des siècles recadré la violence, comme l'arbitre au rugby recadre le mauvais joueur. Mais après la Shoah, ce recadrage n'est plus possible. Cette décision de droit pénal international atteste que le moteur de l'histoire est brisé. Le poison de la violence ne peut plus sécréter son antidote. Mais cela aussi, le mythe l'avait laissé entrevoir. Horace, en effet, nous raconte Tite-Live, puis Corneille, s'est retourné à 3 reprises pour tuer glorieusement, l'un après l'autre, les 3 curiaces. Grâce à cette ruse de guerre, Rome a légitimement, au nom du droit de la guerre, triomphé de la ville d'Albe. Mais voilà que la bataille finie, le guerrier victorieux fait fonctionner la caméra de la violence à l'endroit. Il rentre au bercail, où l'attend sa sœur Camille. Il devient criminel. Ce n'est plus la loi réversible de l'hostilité qui se retourne en hospitalité, c'est la tuerie légale qui devient meurtre civil. Le tigre altéré de sang revient vers son antre. Contaminé par la violence, Horace ne peut ni ne sait plus la contenir. Il ne sait plus se contenir. Les rites de purification, décrits par Georges Dumézil dans son très fascinant livre sur Horace et les Curiaces, et dont la légende romaine porte selon lui la trace lointaine, ces rites de purification du héros furieux, plein de la fureur dont parle Tite-Live, ne fonctionnent plus. Car voilà, montre Corneille, que Camille fait obstacle à Horace. Elle ose lui reprocher d'avoir tué celui des 3 curiaces qu'elle s'apprêtait à épouser. Horace égorge sa sœur comme un djihadiste, précise Michel Serres.
à rebours d'une tradition de commentaires héroïques, ceux de son maître Péguy en premier lieu. Mais la victime, avant de tomber, aura eu, futur antérieur, aura eu le temps d'insulter son frère et de proférer ces fameuses imprécations contre Rome, appelant le courroux du ciel sur la ville qui s'apprête alors à dominer le monde. Que le courroux du ciel, allumé par mes vœux, fasse pleuvoir sur elle un déluge de feu. Puissais-je de mes yeux y voir tomber ce foudre, voir ces maisons en cendres et tes lauriers en poudre, voir le dernier Romain à son dernier soupir, moi seul en être cause et mourir de plaisir. Fureur étonnante et quasi érotique, cette parole est immense. Nous devons lui prêter oreille aujourd'hui où elle retrouve, nous dit Michel Serres, toute son actualité. Si l'histoire de Rome s'origine, comme il le rappelle, dans les ruines fumantes de la ville d'Albe, la nôtre s'origine dans celle de Rome, puis de Hiroshima. Et c'est aujourd'hui que la colère de Camille se fait entendre. Parole de femme osant dénoncer un patriarcat originaire. Parole de vie faisant violence au monde et à laquelle le monde fait violence en retour. Camille est consciente à n'en pas douter que le droit finira par blanchir l'acte fratricide. Elle agit donc comme Antigone, de façon désespérée. Elle aura seulement le temps de prononcer sa tirade sublime. On ne pourra pas dire que les célèbres imprécations de Camille n'auront pas été prononcées. On ne pourra pas dire qu'une parole féminine n'en aura pas appelé à un châtiment mondial contre les guerres mondaines. C'est maintenant, affirme Michel Serres, que cette parole est effective. Les esprits de la terre et des arbres se sont réveillés. L'eau déborde. Un ouragan décimait hier la Floride. Aujourd'hui, ce sont des pluies torrentielles qui détruisent la ville de Valence en Espagne. Revoilà le déluge qui nous oblige à rentrer dans l'arche d'une culture omnisciente, où ce n'est plus à la maîtrise de la sélection que nous serons appelés, comme nous la pratiquions depuis l'aube de la sédentarisation, où nous avions besoin de bœufs, de chèvres, de moutons pour pratiquer nos sacrifices, mais à la maîtrise de la mutation, puisque nous voilà capables de reproduire le vivant, que la vie dépend de nous qui dépendons d'elle, que nous devons cesser d'être des parasites pour devenir des êtres symbiotiques. Allons-nous accélérer la catastrophe? C'est probable, pensait Michel Serres ultimement, à moins que dans un sursaut vital, nous acceptions de dépendre de qui dépend de nous, de passer de la prédation à l'advenue d'un nouveau droit naturel, celui-ci, puisque ne dépendant plus d'une violence désormais inféconde, désormais incapable de produire quelque ordre que ce soit. Un contrat naturel qui ne prendrait pas sa source dans la guerre est une utopie, bien sûr. Mais Serres se sera réjoui, au soir de sa vie, que le lac Erie dans l'État de New York se soit vu reconnaître des droits que nous ayons pu, avec lui, faire contrat. Quelle leçon retenir aujourd'hui de la résistance de Michel Serres à l'apocalyptique gérardienne? Qu'au commencement était le rite, comme disait l'anthropologue Arthur Maurice Hocquart, que c'est le rite qui a créé le monde, comme les brahmanas nous le disent, depuis 3 millénaires. Nous faut-il donc, pour sortir de la monotonie des guerres, inventer de nouveaux rituels qui seraient ceux d'une paix étrangère à la violence? Il y a là, malheureusement, une contradiction dans les termes. Les rites, en effet, sont toujours déjà là. On ne les invente pas. Ce sont eux qui nous inventent. Ils nous précèdent, puisqu'ils sont nés du polémos, père et roi de tout. La pensée conservatrice tient là une position forte, mais non pas imprenable, car Serres, encore moins que Girard, n'était conservateur. Comment le suivre jusqu'au bout, donc? Comment construire la paix entre les hommes et la paix avec le monde? La paix entre les sexes, les colons et les colonisés, la paix entre les hôtes et tous leurs parasites, en travaillant, comme Serres aimait à dire, dans des poches de paix locales. Ces pratiques presque invisibles au regard de l'historien sont de poésie, de morale, de science ou de musique. Elles supposent une porte toujours ouverte pour qui pourrait passer, étrangers, victimes civiles,
mais aussi brise ou souffle de vent, nature, revenant dans le poème, voix des femmes, enfin entendues, mais non caricaturées dans des postures d'Amazone qui sont toujours des figures de guerre. Pour trouver les linéaments de cette paix nouvelle, même si toujours utopique, Serre revient à nouveau au texte de Tite-Live. Il a toujours éperdument besoin du mythe. L'historien raconte, au livre 5 de son histoire romaine, que pendant la guerre de Rome contre Véies, un été chaud et malsain succéda à un hiver très rigoureux. Une épidémie s'ensuivit, dont on chercha les causes, humaines ou naturelles. On organisa ainsi le premier lectis terne pour apaiser la colère des dieux, écrit Michel Serres. Ce rituel grec, le lectis terne, auquel les Romains recoururent alors, consistait à placer devant les temples des lits de parade sur lesquels on installait des effigies de dieux pour un banquet divin, un peu comme pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Ceci sans polémique. Apollon, Latone et Diane, Hercule, Mercure et Neptune sortirent donc des temples où les prêtres les nourrissaient en secret depuis toujours. Pour la première fois, les dieux, raconte Tite-Live, apparurent au grand jour, rendant visite aux hommes sous la forme de ces effigies. Ce fut le premier rituel de portes ouvertes. Écoutons Tite-Live. Dans toute la ville, les portes restèrent ouvertes. Tout ce qu'on avait était placé devant les maisons et mis à la disposition des passants. Les étrangers furent, à ce qu'on dit, reçus comme des hôtes, qu'on les connaisse ou non. Et on échangeait même avec ses ennemis personnels des politesses et des amabilités. Les prisonniers furent libérés pendant ces 8 jours. Et il parut ensuite sacrilège de remettre leurs chaînes à des gens qui avaient été associés aux prières qu'on faisait aux dieux. Fin de la citation. Épidémie, hostilité, hospitalité, propagation de la violence, contention guerrière, puis transformation de cette guerre en paix. Ce n'est plus la bactérie qui se propage, c'est une paix divine, dit Tite-Live, puisque devant les temples, les hommes invitent au banquet les dieux qui les invitent. Il y avait la peste, où tout le monde était un ennemi potentiel. Il y avait la guerre, où certains seulement étaient ennemis, peuples, villes et ultimement champions, désignés par ces peuples ou par ces villes. Il y avait enfin la paix, où tout le monde, malheureusement seulement le temps d'un lectis terne, invitait tout le monde, dans une inclusion réciproque, dit Michel Serres, qui était le penseur de l'inclusion réciproque, de l'enveloppement de l'enveloppe, qui a tout d'une communion. Mais soudain, tout a recommencé. L'hospitalité s'est retournée en hostilité. La guerre a repris, ou plutôt elle n'avait pas cessé. Et la peste est redevenue possible avec les virus introduits dans les villes par les envahisseurs. Sur la base de ce premier rituel, qui n'était donc encore malheureusement qu'un rituel, on inventa les jeux de scène, autrement dit le théâtre, c'est-à-dire la culture toujours fondée sur le meurtre. Car à l'origine de la danse, rappelle Michel Serres dans ce très grand livre qui est Rome, le livre des fondations, il y avait l'esclave mis au supplice au centre de l'espace. Peste, conjurée par la guerre, guerre, conjurée par la danse, désordre, ordre, culture. Ainsi aura ronronné l'histoire pendant des millénaires. Paix pourrie, vers dans le fruit, et ceci dès l'origine. L'affaire se complique. À l'heure où la guerre, catégorie fondatrice et intermédiaire, nous l'avons vu, ne peut plus recréer de différence, puisqu'elle disparaît. Dans le temps de l'après-la-guerre, la peste colle alors à la paix, le fratricide à la fraternité. Deux types d'indifférenciation deviennent les faces intérieures et extérieures d'un même ruban de Möbius, celui d'une identité positive qui se retourne en identité négative, celui d'une identité positive, identité de tous les hommes désormais, qui ne peut que se retourner de manière imprévisible en une forme d'identité négative. Nous sommes tous les mêmes, pour le meilleur et pour le pire, situés au pli de l'épidémie mondiale et de la paix des dieux, qui n'a plus rien à voir avec la paix des braves, c'est-à-dire avec une paix mondaine. Comment affronter cette alternative entre péril et salut qui définit notre situation? La réponse de Michel Serres est très claire. En laissant revenir la religion. René Girard, on appelle ainsi dans Achever Clausewitz, au plus ancien programme systématique de l'idéalisme allemand,
rêvé par Hölderlin, Hegel et Schelling, ces trois immenses penseurs et poètes, au tout début du XIXe siècle, au séminaire de Tübingen. Monothéisme de la raison et du cœur, polythéisme de l'imagination et de l'art, voilà ce qu'il nous faut. Michel Serres aura lui aussi pensé cette religion d'après la guerre. Il aura œuvré de livre en livre pour que les sciences de la nature et celles de l'homme ne s'excluent plus réciproquement. Puisque c'est de cette exclusion réciproque, cette fois, que sont nés conjointement l'apogée et la crise de la culture européenne. La religion chassée par les sciences qu'elle avait successivement couvées revient donc de façon imprévisible, relier entre elles la science du monde et celle de l'homme, et faire, comme le dit magnifiquement Michel Serres, que nos rapports aient lieu sous la clarté du jour. Comment cette religion de la paix a-t-elle donc opéré son retour ? La découverte des virus nous a sorti de ce que Serres, lisant Girard, appelle la fascination du collectif, qui disait peste pour crise et faisait du monde environnant un simple miroir de nos sociétés. Réduction de la nature au social. Certains voyageurs intrépides ont déchiré le filet de ce religieux social. Ils ont découvert l'objet, au sens scientifique du terme. Subodorant que la peste venait d'un virus et non de nos relations, ils sont nés au monde, comme dit Michel Serres. L'objet est apparu dans le retrait du religieux social. Le monde des mondains a cessé de couvrir de son bruit le monde mondial, écrit Michel Serres, toujours dans Rome. Restait alors à défaire le scientisme qui accompagna cette naissance, à sortir de la superstition qui faisait du savant un nouvel Hercule et de la science une mythologie. Restait à comprendre la grammaire de nos relations et le mécanisme capable de produire des dieux. Girard œuvra grandement à cela. Plus de pères, plus de tyrans devant qui s'agenouillent les animaux humains qui adorent ensemble, mais en se détestant les uns les autres. La haine de soi dit la vénération de l'autre, la haine de l'autre dit la vénération de soi. Cette oscillation décrite par Girard entre ce qu'il appelait la transcendance du moi et la transcendance de l'autre a longtemps masqué le réel de nos relations, qui est, disait Girard en 65, non-transcendance du moi et de l'autre, identité des êtres humains, pour le meilleur et pour le pire. L'épidémie de Rome, dit Michel Serres, était donc microbienne ou sociétaire, ou peut-être les deux à la fois. Mais nous savons en revanche que le lectis terne aura duré 8 jours. La paix véritable est encore à venir. Les conditions de ce miracle sont pourtant réunies. Nous n'adorons plus le mondain et nous n'adorons plus le mondial. Nous savons désormais que le mondain est un système de relations. Nous savons désormais que le mondial est un système d'objets. La nouvelle religion naîtra de l'accord poétique, musical, scientifique ou mystique que nous aurons rendu possible entre les théories de l'objet et les théories du sujet, les systèmes du monde et les systèmes des relations entre les personnes. Il n'y a pas que le monde et il n'y a pas que la société. Le mondial et le mondain, la nature et la culture pourraient très bien ne plus s'exclure, mais composer ensemble des mondes imprévisibles. On comprend mieux ainsi la perche que Michel Serres aura ultimement tendue à l'anthropologie de Philippe d'Escola. Le premier, Michel Serres, n'en aura pas moins ouvert une voie originale pour sortir de la guerre entre idéalisme et réalisme, primat du sujet qui fait oublier le mondial et primat de l'objet qui fait oublier le mondain. Voilà qu'avec Michel Serres, nous naissons en même temps au mondain et au mondial. Le tiers exclu par le conflit des doubles est devenu le tiers instruit qui les accorde. Il est sorti, dit Michel Serres, par la porte du stade où les curiaces n'en finissent pas d'affronter les Horaces. Il a pris la parole, ouvrant l'espace hétérogène où science dure et science molle pourront ne plus être rivales. Ce tiers exclu porte un très beau nom. C'est le prophète. Il célèbre le Dieu du jour, à la fois Dieu très grand et Dieu très bon, dit Serres. Place aux poètes donc, qui fondent ce qui demeure, comme disait Hölderlin. Was bleibet aber stiften die Dichter. Honneur à ceux qui savent invoquer Jupiter, à la fois jour et père,
Dieu de la liaison entre le monde humain et les forces inertes, écrit Serre. Écoutons ce programme qu'il aura eu l'audace de formuler pour que la paix devienne enfin possible. Il date de 1983. On y voit naître du mythe et de la religion, d'abord l'objet, puis l'intersubjectivité, puis la relation entre l'ensemble des objets et l'ensemble des relations, enfin le Dieu à venir, qui est connaissance de la connaissance, accord parfait, paix reconquise sur le bruit du monde, paix mondiale sortie du bruit mondain. Écoutez Michel Serres. Le mythe, la religion, danse de savoir physique et interprétable par lui, danse de savoir humain et interprétable par lui, danse des relations entre l'un et l'autre et interprétable par elle. Son quatrièmement, danse de connaissance à l'état naissant sur le fonctionnement de la connaissance. Jupiter est encore là, le père d'un certain jour. La religion ne cesse de ressusciter, passer les annonces de sa mort. Fin de la citation. Le Jupiter, invoqué au terme de cette théodicée, est l'agrafe du Père à la lumière. Il est cette connexion incompréhensible, écrit Michel Serres. Disons-le, le Dieu du jour, qui fait rayonner le visage du tiers instruit, est une métaphore parfaite, une parole première qui accorde les inconciliables pour dire ce qui est, comme disait Aristote, pour parler dans le mondain la langue du mondial. Hölderlin aurait dressé l'oreille, pour qui la religion de l'avenir devait être une science du divin ou une religion fondée sur le poème, capable d'accueillir ou de recueillir la parole de la nature. Mais son Jupiter à lui fut plus grec que latin et ultimement plus juif que grec. Un Zeus plus proprement lui-même, déclarait-il dans ses mystérieuses remarques sur Antigone. Autrement dit, un Dieu qui n'est rien que temps, nicht allzeit ist. Nous remontons ici, comme chez Maître Eckhart, au-delà de Dieu même, en abandonnant tout désir d'éternité. Michel Serres n'est plus très loin, attentif au moment où Dieu s'absente dans le bruit du monde et où il nous faut d'urgence entendre sa parole. René Girard n'est plus très loin, pour qui la parole du monde aura toujours déjà trahi celle de la vie, mais se montre incapable, cette parole du monde, de maquiller son crime. Serres est rongé par le doute et scandalisé par le mal. Il construit encore, reprend sans cesse, quand Girard, voyant se délabrer le vieux monde, semble parfois vouloir lui donner une dernière chiquenaude pour qu'il finisse de s'effondrer. L'un est du côté de Leibniz, l'autre de Pascal, mais leur accord fraternel est riche d'enseignements. Avec eux, méfions-nous du mondain et du mondial. Ne les adorons pas de manière exclusive. Serres le rappelle dans Rome, où se joue une discrète catholicité. La connaissance de nos relations implique la méconnaissance du monde. Et la connaissance du monde implique la méconnaissance de nos relations, écrit-il alors en esquissant son programme. Pour n'adorer donc ni les hommes, ni la terre, ni le prince, ni Gaïa, pour éviter ces transcendances exclusives, il faut les tenir ensemble, sans les neutraliser. Alors la guerre mondiale pourrait être conjurée. Alors nous rendrions grâce à Jupiter ou au Père qui est dans les cieux, puisque les deux semblent s'équivaloir. Serres incarna cette louange lorsque je lui demandai en 2011 de la proférer sur la scène du théâtre du Châtelet en hommage à René Girard dont la voix commençait à s'éteindre. J'entends encore la sienne, reprenant celle de son ami. Louons le très haut et le très bas, le même. Louons cet absent et ce présent, le même. Serres renouait en habit de scène avec une forme de théologie négative. C'est dans cette volte du ciel à la terre, qualifiée de désert par les prophètes, que le Dieu caché se révèle, qui n'est rien d'autre que le temps. Un Dieu durable donc, plus qu'éternel. Un Dieu musicien, car l'éternité dit trop la mort du temps et la mort du monde. L'éternité est trop sérieuse, trop barbue, trop hérissée de piques, de tridents, trop risible donc, pour lui accorder notre créance. Et si c'était l'esprit de sérieux qui menaçait le monde, ce clou qu'il fallait marteler
pour obtenir la paix. Je me souviens de Michel Serres commentant, lors de son séminaire à Stanford, le poème de Verlaine qui commence par ce très beau vers « L'espoir, lui comme un brin de paille dans l'étable ». Voilà une autre grotte. Ce n'est plus la caverne de Cacus, mais celle où s'agenouillent l'un après l'autre Gaspard, Melchior et Balthazar devant une humanité minuscule, voisine de l'animalité. C'est sur cette épiphanie que s'ouvre Relire le relier, le premier livre posthume de Michel Serres. Il porte logiquement sur la religion et croise de nouveau tout aussi logiquement les sentiers de René Girard. Le livre de Serres est sorti juste avant l'épidémie de la Covid. Le premier essai posthume de Girard sortira dans 3 mois, en février prochain. Il viendra donc après la peste et peut-être, espérons-le, avant la paix. Écrit en 1955 et remisé pour laisser place à une longue analyse de la folie des hommes, il s'intitule « Naïveté du rire » et traite de l'enfance et d'une gaieté essentielle qui fait voler en éclats le ridicule sérieux du monde mondain. Ce n'est plus l'ire du ciel que Camille déclencha contre l'unique objet de son ressentiment, c'est le rire de l'univers que Girard évoque, le rire que Dante avant lui éveilla de façon pacifique et sans ressentiment contre le pouvoir de Rome. La poésie, pointe la plus lucide de la littérature, puisqu'elle s'y fait divine, est mise ici à une place théorique centrale, au meilleur point d'observation, qui est le rire de l'univers. Seul un rire d'origine divine, pensait Girard à l'aube de son œuvre, est donc capable de défaire le ridicule sérieux du monde. Répondant à l'apocalypse girardienne, Serres a fait fonctionner la caméra de la violence à l'envers. Et voilà que, loin de vouloir la faire fonctionner à l'endroit, Girard avait déjà retourné le propos de façon plus radicale encore. Tel aura été son mémorial, son secret dissimulé dès l'origine, et qu'il laisse éclater en différé. Au commencement donc n'était pas le rite, car dire et penser cela ne nous fera pas trouver la paix. Au commencement était le rire, un rire absolu, pas un rire ordinaire, disait Baudelaire, car le second n'est qu'une caricature satanique du premier. Un rire qui rit de l'autre autant que de soi-même, et pas un rire mondain qui rit seulement de l'autre. Tout ce qui vient de la guerre et du monde se dissout dans ce rire mondial, où les humains ensemble accueillent la terre qui les accueille, où les humains réconciliés peuvent enfin écouter le monde. Les aveugles se mettent à voir et les sourds à entendre. Les théories trop pontifiantes se défont l'une après l'autre devant nos yeux. Elles s'agenouillent devant le réel qui humblement luit dans les tables. Clin d'œil de Michel Serres à René Girard, né un 25 décembre, on peut le supposer. Le sanglier a cessé de fourrer sa truffe en terre à la recherche du point alpha, moment insituable où les hominidés devinrent des hommes. Quête trop ambitieuse peut-être. Et voilà qu'au point oméga, c'est-à-dire au paradis, puisque c'est en y pensant que Serres a déposé sa plume, la déclaration du renard disant qu'il faut des rites devient risible elle aussi. Fin des petits princes donc, et fin des princes tout court. Place au rire naïf et natif des petites poussettes. Et plus que jamais, dans notre poche de paix locale, au milieu de la dévastation universelle, dans ce mystère d'une nuit de Noël aimée des deux amis, place à la gaieté provençale et lot-et-garonnaise. Je vous remercie. Merci beaucoup Benoît Chantre pour cette conférence extrêmement passionnante qui nous éclaire avec le regard de Serres et de Girard à la fois anthropologique et philosophique sur le retour fracassant de la guerre et les catastrophes écologiques dues à la guerre contre le monde. Alors, est-ce que vous avez des questions ou des opinions à donner, des interrogations pour Benoît Chantre? N'ayez pas peur.
Bonjour, merci tout d'abord pour cet expo là. Merci pour cet exposé très stimulant. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux comme ça. Alors, j'avais une question par rapport à la fin de votre exposé. Finalement, si j'ai bien compris, on aurait, pour se tourner vers l'avenir avec un peu d'optimisme, la foi ou l'humour. Peut-être qu'il nous faudra les deux. Mais est-ce que, justement, par rapport aux propos de Michel Serres, qui retrouve finalement, qui aspire à ce retour du religieux comme horizon de paix possible, est-ce qu'aujourd'hui, les conditions, au sens que Michel Serres posait, seraient réunies? Parce que finalement, dans Relire le relier, on a aussi cette notion de point chaud, de dimension originelle dans sa densité, dans sa concentration, dans son émergence fondamentale, qui est assez antinomique aujourd'hui avec cette forme d'horizontalité immense, à la fois mondaine et mondiale, dans notre relation avec le monde. Est-ce que finalement, en creux et en négatif, on ne retrouverait pas finalement cette forme de fascination qui se transformerait non pas en adhésion à un discours poétique, prophétique, mais à une forme de fascination d'un ersatz finalement que serait l'émergence de la figure aujourd'hui de l'homme fort, entre guillemets, de celui qui excède le système, parce que finalement c'est un petit peu à ça qu'on a l'impression d'assister aujourd'hui, c'est-à-dire dans ce monde qui s'horizontalise, donc qui se désidentifie, on va dire. Est-ce qu'il n'y a pas comme ça, comme un phénomène biaisé, où finalement l'élan va se... L'élan il y a une... On peut avoir effectivement l'impression qu'il y a une forme d'élan qui vise à une adhésion qui, je le crains, ne nous mènera à aucune forme de paix, ni possible, ni rêvable, vers cette espèce de figure qui devient, qui est celle de l'homme fort et qu'on voit prospérer aujourd'hui et qui pourrait tristement prendre la place de ce religiéré que Michel Serres appelait de ses voeux. C'est peut-être un petit peu tordu, mais c'est une question que je me pose et que je vous pose. Non, c'est pas tordu du tout. Et c'est très beau que ce soit une parole féminine qui dénonce à nouveau ce que j'appelle le patriarcat originaire, en relisant l'Horace de Corneille avec Michel Serres. Bien sûr, cette tentation-là existe. On est, puisque votre question pose plutôt sur la pensée de Michel Serres que sur celle de René Girard, devant quelque chose qui mérite d'être mieux compris, qui est la politique de Michel Serres, ce qui est une chose compliquée. On en parlait hier soir. Il n'y a pas de foi en la politique chez lui, il n'y a pas de foi en une initiative politique possible. Par contre, il y a, en bon péguiste, parce qu'il était un grand lecteur de Péguy, quelque chose de mystique ou de poétique qui vise à vouloir inspirer le politique plus qu'à construire une politique. Je ne pense pas qu'il pensait qu'une politique était possible. Je pense qu'il pensait que l'irrémédiable était en train d'avoir lieu. Et quand on lit ce qu'il écrivait dans Les Cinq Sens, et qui a très justement été retenu comme programme pour ces journées, sa définition de la paix comme poche de paix locale au milieu de la dévastation universelle, c'était Les Cinq Sens, c'était les années 80. Tout ça, il l'avait déjà dit. Donc, l'espoir qu'il y a n'est pas dans quelque chose de prométhéen, dans une nouvelle construction ou dans l'invention de nouveaux rites,
je pense qu'il est une extrême vigilance. Je pense toujours au renard, oreille dressée, extrême vigilance, extrême écoute, extrême attention. Et là, il y a cette parole de Hölderlin qui revient comme une scie aujourd'hui, mais c'était quand même très beau. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Là où est le péril, surgit le salvifique, qu'il ne faut pas traduire trop religieusement. Hein, c'est pas le Dieu, c'est das Rettende, le salvifique. Toutes les communautés humaines en cours de constitution dans l'histoire de l'humanité et de la longue évolution ont trouvé une solution, ou une solution a été trouvée au cœur même du péril. Ça a d'abord été la solution archaïque, a magnifiquement montré René Girard. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent, mais le mécanisme, comme vous l'avez très très bien dit, est rentré dans la linéarité de l'histoire. C'est-à-dire, nous sommes non plus dans un temps du progrès, et donc Michel Serres ne croyait pas non plus à ce progrès révolu. Nous sommes, et là je pense qu'il le pensait fortement avec René Girard, dans un temps du sursis. C'est-à-dire face à deux possibles qui sont réels. La destruction du monde, elle est programmable, elle le hantait, c'est la dernière discussion que nous avons eue ensemble. Disparition des espèces, la disparition est probable et programmable. Il y a la catastrophe donc, puis les guerres, puis tout ce que nous avons décrit, et puis il y a aussi un autre possible qui est réel et qui est la non-catastrophe. Et c'est pour ça que Michel Serres a, depuis presque toujours, et en particulier la fin des années 70 et les années 80, tenu bon sur cette idée qui vient d'Auguste Comte, peut-être chez lui. Il faudrait, des choses très importantes ont été dites par Anne Baudard dans son très beau livre sur la religion et Michel Serres, mais il a tenu bon toujours sur cette idée du religieux, non pas pour revenir au religieux, comme vous disiez qu'on pouvait revenir à des positions archaïques ou archaïsantes, mais pour garder cette oreille religieuse du religaré, hein, ce qui relie. Et très modestement, puisqu'il était que philosophe, disait-il, il s'agissait pour lui de constamment faire des coutures entre ces modes de rapport au monde et ces modes de rapport aux hommes qui devaient s'accorder. La guerre mondiale, c'est un désaccord universel, c'est une discordance. Et donc nous devons travailler comme des petites Pénélopes à recoudre constamment. C'était ce à quoi s'était appliqué Michel Serres, héros des coutures. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pardon. Madame ici. Oui, pardon. Tu as à la fin évoqué relire le relier, ce que j'attendais, et je suis frappée de la continuité finalement de la pensée de Michel. Je connais plus Serres que René Girard. Je voulais te poser une question à toi, le spécialiste plus de René Girard peut-être que Michel Serres. C'est est-ce que tu penses que relire le relier les réunit davantage? Les réunit davantage ou les sépare davantage sur le fond? Le fond étant le caractère peut-être fondateur du religieux au sens du lien. Je ne pense pas du tout que ça les sépare, je pense que ça les relie plus que jamais. Plus que jamais, bon. Les rares allusions, il doit y en avoir 2 ou 3 à Girard dans Relire le relier, sont pour dire qu'effectivement, toujours, le temporel se défait et toujours il doit être refondé. Oui, et mais que toi, la pensée... c'est ta position à toi que je voulais, c'est pas ce que Michel dit de façon précise sur René Girard. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que oui. là, il accrédite Girard d'avoir permis de penser l'histoire, c'est-à-dire ce qu'il a fait dans Rome, par exemple, ces refondations constantes, mais il manque quelque chose, dit Serres, mais il ne reproche pas à Girard forcément de ne pas l'avoir thématisé, mais il manque quelque chose, c'est que ça ne peut pas venir d'une initiative humaine. Ça n'est plus un Dieu qui peut venir des hommes, c'est un Dieu qui doit venir à l'homme. Et il répugnait aux déclarations tonitruantes de Heidegger dans les années 60, « Seul un Dieu peut nous sauver ». Mais c'est pas si lointain finalement. Mais ça serait non pas un Dieu qui vient des hommes ou un salut qui vient des hommes, mais un Dieu qui vient à l'homme. C'est donc la vertu de l'événement. Et ça, c'est parfaitement en accord avec Girard. Mais on disait avec Hélène tout à l'heure, et je pense qu'il y a 2 tonalités fondamentalement différentes qui sont troublantes. Je dis Leibniz, c'est Pascal, mais il y a chez Michel Serres une immense inquiétude, une grande angoisse, une foi toujours étayée par le doute et un doute toujours étayé par la foi, comme le dit magnifiquement Camille Riquier dans son très beau livre sur la croyance, à doute faible, foi forte, à doute fort, foi forte. Et Michel Serres n'arrêtait pas de douter, il doutait terriblement. C'est de ça dont nous parle Relire le relier. Et donc sa foi était grande.
Girard, c'est tout à fait différent, qui s'entendait admirablement avec lui, pour qui les a vus discourir, c'était deux frères. Mais pour Girard, il y a beaucoup moins. Enfin, sa foi est inébranlable, elle est monolithique. Un jour, me dit-il, alors que nous abordions le pire, c'est-à-dire Clausewitz, jamais la violence des hommes n'entachera le royaume. Il y a quelque chose de très apocalyptique chez Girard, au sens juif du terme, au sens évangélique du terme. Ça angoissait Michel Serres plus qu'autre chose. Donc il y a deux différences de tempérament, mais sur le fond, un accord plénier. On peut regretter que Girard n'ait pas plus cité Michel Serres. Mais Girard a écrit beaucoup moins de livres que Michel Serres. Il en a écrit une dizaine, Michel 40, 50, des livres posthumes arrivent, il n'y a qu'un livre posthume de Girard. Par contre, Michel Serres a beaucoup lu Girard. Girard est constamment présent dans ses livres, très très souvent, et en particulier à partir des années 80. Et donc je pense qu'ils étaient vraiment en plein accord. D'accord. Mais le livre Relire le relier se termine par le vertical est planté dans l'horizontal. Oui. On est d'accord. Bien sûr. Et donc, ce que Girard a décrit, ça n'est que l'horizontal. Mais précisément, cette horizontale qui va de mal en pis, c'est le négatif, dont la révélation, au sens quasi photographique, est ce que Michel aurait peut-être appelé l'événement, ou la grâce, ou le salut. Merci beaucoup. Monsieur. Merci pour votre exposé remarquable. Par ces temps de guerre, par ces temps de barbarie, ces temps d'idéologie religieuse ou pas, qui tuent des enfants, qui tuent des femmes, dans ce monde improbable, gravement improbable, je voulais voir votre avis sur la diplomatie. La diplomatie devrait être, bien sûr, au cœur de la recherche de résolution des conflits. Moi, j'ai le sentiment, mais c'est mon avis, le vôtre m'importe plus, que la diplomatie est en échec actuellement face à tout ce que la planète est en train de vivre au plan guerrier et idéologique. Madame a parlé tout à l'heure d'hommes forts. Elle a raison, parce que je crois qu'il faut des hommes forts, quels qu'ils soient, bien sûr, pour donner à cette diplomatie une raison d'être, une efficacité qu'elle n'a pas. Il y a pourtant partout, en Europe, aux États-Unis, à l'ONU, toutes sortes de messagers, de diplomates, plus compétents les uns que les autres. Et on a le sentiment qu'actuellement, en tout cas, il ne sert pas à grand-chose. Voilà. Merci de votre avis, en tout cas. Je crains d'abonder dans votre sens, malheureusement, surtout aujourd'hui, surtout depuis quelques jours, mais depuis quelques mois et depuis quelques années, nous assistons à ce que, effectivement, Girard rappelait le retour spectaculaire d'une violence essentielle, mais surtout à la fin de l'ordre mondial. Voilà, c'est terminé. Et d'une certaine manière, face à l'extrême gravité de tout ce qui se passe, cette élection outre-Atlantique qui terrorise bien des gens n'est qu'un épiphénomène face à quelque chose qui est en cours et qui est particulièrement angoissant. Et là, j'avoue que Michel Serres lui-même baissait les bras. Au soir de sa vie, il était quand même très abattu. Alors c'était évidemment la tristesse de quelqu'un qui savait que l'issue était proche, mais c'est dans le fond le constat que l'ordre mondial n'existe plus et qu'on ne peut plus raisonner comme Bergson raisonnait avec la Société des Nations ou comme d'autres raisonnaient avec l'ONU, comme Aron et d'autres. Quelque chose est en train d'advenir pour lequel nous ne sommes pas préparés du tout. Sinon par le poème, sinon par la prière à Jupiter, Dieu est Père, bien sûr tout ça c'est très très beau, c'est même petite poche de paix locale au milieu de la dévastation universelle, petits instants non pas d'éternité mais de musique, hein, dirait Michel Serres, mais ce n'est pas une réponse, c'est une réponse de Gascon. On fait ce qu'on peut dans une terre gasconne, on répond comme des Gascons. La religion a été l'enjeu de nombreuses guerres, qu'elle élève l'homme certes, mais elle a été effectivement à l'origine de nombreux conflits dans notre histoire.
Et puis enfin, une réflexion personnelle, la place de la femme dans la guerre. Je crois qu'elle a peut-être une posture particulière en présence de conflits. Mais c'est un autre débat. Vous voulez dire de la femme victime des guerres? Victime et peut-être, on l'a vu dans l'Antiquité aussi, elle la prévoit, elle voudrait l'éviter. Magnifique. Oui. Je pense que c'est là, alors voilà, essayons de garder espoir, sans caricaturer ce qui est en train d'advenir, qui est un mouvement énorme, qui est ce que j'appelle la parole féminine, venant dénoncer un patriarcat originaire, à condition qu'elle ne se caricature pas en postures d'Amazone, qui sont des postures guerrières, voilà, et qui sont des postures masculines et patriarcales. Mais là, je pense que là, c'est un énorme mouvement. Alors, on peut déboulonner toutes les statues à ce rythme-là, bien sûr, mais ça, c'est énorme. Et ça, je pense que Michel Serres, c'était ce qu'il attendait. Et Girard me disait, tu verras des choses que je ne pourrais pas voir, mais ce n'était pas thématisé. Chez Serres, il y a tous les éléments pour le thématiser. C'est la parole féminine, c'est la place des femmes. S'il y en a un qui a su tout de suite et constamment appeler à cette voie-là, c'est bien lui. Et là, effectivement... alors, est-ce que c'est la prophétesse grecque qui annonce des catastrophes ou est-ce que c'est... évidemment, il n'y a pas de prophétesse biblique, ce ne sont que des hommes qui disent que les montagnes vont s'abaisser et que les collines aussi, et qu'une égalité, une identité fondamentale, une paix universelle se profile. Je pense que la figure de la Cassandre grecque, annonciatrice de catastrophes, n'est pas cette figure de prophétie féminine à laquelle pensait Michel Serres. Mais c'est vraiment ça qu'il a essayé de penser. Et c'est de ça, à mon avis, qu'il est un des prophètes. Et c'est comme ça qu'il faut le reprendre aujourd'hui, pour toujours dénoncer les caricatures de cette énorme vague de fond qui est en train de monter. Et qui, elle, alors, pour le coup, est la voix de la paix. Et c'est des femmes qui la portent. Alors, malheureusement, cette discussion doit s'arrêter maintenant. J'aimerais qu'on remercie encore très fort Benoît Chantre. Merci beaucoup. Vous pourrez continuer la discussion avec Benoît Chantre dans la salle juste là. Vous pourrez également vous faire dédicacer la biographie qui vient de sortir sur René Girard. Remarquable biographie de René Girard. Remarquable. À offrir à Noël, à tous vos amis, à vos parents, à vos enfants. Et à maintenant la conférence de François Doss qui va commencer sur la biographie qu'il a faite lui sur Michel Serres. Remarquable biographie à acheter aussi. Merci beaucoup.